Bonjour David Cormand. Bonjour. Salut Pablo. Salut, salut. Merci d'avoir accepté. Merci David, pardon, d'avoir accepté notre invitation. Tu es député européen, membre d'Europe Écologie Les Verts, soutien de Yannick Jadot, candidat écologiste à l'élection présidentielle. Yannick Jadot a redit son refus ce week-end de participer à une primaire de la gauche. Pour lui, l'unité n'a pas de sens aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce que tu dis toi aussi dans un long billet sur ton blog titré de manière on ne peut plus claire, puisque tu parles de la fable de l'unité. Alors pourquoi est-ce une fable, alors même que Yannick Jadot a été l'un des premiers à plaider pour une candidature unique de la gauche et des écologistes au printemps dernier? Pourquoi est-ce une fable, alors même que dans la plupart des collectivités, où la gauche est majoritaire, vous partagez les exécutifs avec le PS, le PCF, parfois les Insoumis? D'abord, les collectivités locales, ce n'est pas la France. Ensuite, il ne vous a pas échappé que ça ne se fait pas toujours dans la paix et la félicité. C'est le mois Et qu'on enfin, quand ça se fait avec un leadership qui est clair. Soit le leadership des Verts, quand on était en mesure de gagner, soit celui du PS, soit celui du PC dans quelques mois, bref. Or là, le problème, c'est qu'on n'a rien de tout ça. On n'a pas les relations de confiance, on n'a pas la vision commune de ce qu'il faudrait faire, par exemple, à l'échelle d'une ville, quand on est allié au niveau municipal. Et puis, il y a un déficit de leadership. Et celui-ci, il ne se règle pas autour d'une table, et il ne se règle pas non plus, d'ailleurs, par une primaire un peu au rabais, telle qu'elle est présentée. Parce que Ça veut dire, David, que c'est ce leadership l'urgence est de construire un leadership qui serait la colonne vertébrale de la gauche des écologistes? l'urgence, c'est une nouvelle colonne vertébrale. Je pense que le problème fondamental, c'est qu'on a une fin de cycle politique à regarder en détail ce qu'on appelle la division de la gauche aujourd'hui. D'abord, je tiens à rappeler qu'à chaque fois que la gauche, enfin ce qu'on appelait la gauche, le Parti socialiste en l'occurrence, a gagné des élections présidentielles, il n'y avait pas d'unité. Il y avait autant à peu près de candidatures, entre guillemets, de gauche et écolo qu'il y en a aujourd'hui. Donc cette espèce de présupposé qui consiste à dire comme une vérité établie, un théorème absolu, qu'il n'y a aucune victoire possible du camp progressiste quand il y a X candidatures, c'est historiquement, c'est factuellement faux. Et mettons ça de côté. L'autre sujet, c'est qu'il y a une fin de cycle idéologique de la social-démocratie et la division à laquelle on assiste, en réalité, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le pied de blog que vous avez eu la courtoisie de rappeler, c'est la décomposition de ce qu'on appelle la social-démocratie, c'est-à-dire la décomposition du camp politique qui avait la responsabilité depuis 50 ans d'organiser une majorité ou une alternance à la droite. Or, ce camp-là est en incapacité théorique pour moi de le faire parce qu'il a déçu, pour ne pas dire parce qu'il a parfois trahi, mais au-delà de la trahison, ça s'inscrit aussi dans une fin de cycle idéologique. C'est-à-dire qu'en gros, c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est que la social-démocratie est théoriquement, politiquement obsolète en termes de propositions. Pardon David et pardon Pablo, parce que je sais que tu as une question à poser, mais juste je voudrais rebondir quand même sur ce que tu viens de dire, parce que sur ton blog, tu dis aussi que le mot gauche est certes polysémique, et qu'il peut se décliner au pluriel, mais tu dis surtout qu'il renvoie quand même, ce que tu viens de dire, à une grande partie aux expériences gouvernementales social-démocrates, donc aux échecs et sans doute aussi aux trahisons, ou en tout cas à la déception qu'a pu nourrir la social-démocratie. Aujourd'hui, la social-démocratie, tu viens de le dire, n'est plus en mesure d'être la force motrice comme elle l'a été tout au long du XXe siècle. En 2017, Mélenchon aurait pu être cette force motrice puisqu'il a été largement vainqueur. Vous auriez pu, vous les écologistes, après les européennes, être cette force motrice. Qu'est-ce qu'il ne s'est pas passé? Et précisément parce qu'il n'y a plus aujourd'hui de colonne vertébrale, où il n'y a plus de force motrice, il n'y a plus d'hégémonie à gauche, il n'y a plus de personne qui peut se revendiquer d'une certaine hégémonie. Est-ce que ça ne plaide pas justement pour un rassemblement de tout ce monde, ou en tout cas une primaire qui pourrait désigner quelle est la colonne vertébrale aujourd'hui? Non, parce qu'en fait, c'est cette option qui paraît arithmétiquement intéressante, elle est de mon point de vue une impasse sur le fond. Pourquoi? C'est ce que je dis dans le blog, c'est qu'en fait, il y a une erreur d'analyse au départ. C'est de dire la gauche est faible parce qu'elle est divisée. Moi, je crois au contraire qu'elle est divisée parce qu'elle est faible. Et c'est d'ailleurs assez courant dans l'histoire politique. C'est qu'un courant qui est un trend de politique et qui est obsolète théoriquement, etc., se fractionne. C'est ce que j'essaie de dire. La division Taubira, Montebourg, Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, quelque part, ils sont issus au départ d'une même famille politique. Je ne sais pas s'ils ont été adhérents au même moment, tous les quatre, Taubira n'a jamais été adhérent du PS, parce que c'est une compagnonne de route. Bon. C'est ce que j'appelle le PS hors les murs. Enfin bon, c'est voilà. Donc, Vous en fait, l'avez entendu aussi, le PS hors les murs. comment? Vous avez Europe Écologie Les Verts a aussi un temps été le PS hors les murs.
Non, non, non. Nous, on a été un partenaire écologiste d'une force social-démocrate. Je réfute le fait que nous ayons été partie prenante, comme l'a été le PRG, comme l'a été voilà, d'autres places publiques, j'en sais rien, des compagnons réguliers du Parti socialiste. Non, nous avons une pensée politique, une matrice idéologique, un paradigme, une proposition politique qui est historiquement, théoriquement différente de celle de la gauche d'inspiration marxiste, même si nous reprenons à notre compte un certain nombre d'analyses marxistes, mais nous n'en faisons pas l'alpha et l'oméga de notre pensée politique. C'est une différence de paradigme, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler ensemble, d'ailleurs on le fait, mais c'est juste pas la même histoire. Et cette histoire de primaire populaire, elle ressemble furieusement à ce qu'a été la belle alliance populaire d'il y a 5 ans. C'est-à-dire qu'en fait, on assiste, nous, moi, en tant que spectateur, à la décomposition d'une pensée politique qui n'est pas la mienne et qui n'est pas la nôtre. Et on est mis en demeure de devoir être les raccommodeurs de cette histoire-là. Or, je pense qu'il faut qu'on passe à un autre chapitre de l'histoire politique de notre pays qui passe par l'écologie. Pour répondre à la question de Pierre sur, d'abord, Jean-Luc Mélenchon, c'est un social-démocrate. Alors, il a pimpé la social-démocratie avec davantage d'écologie, ça c'est vrai, avec un retour à la première gauche sur le jacobinisme et avec un récit populiste. Mais d'ailleurs, c'est parti dans le c'est un courant de la social-démocratie qui s'est customisé. Bon, très bien. Nous, c'est autre chose. Et c'est vrai qu'il n'a pas réussi, peut-être qu'il va réussir ce coup-ci, il n'a pas réussi entre 2017 et 2022 à générer une force alternative pour être une alternance à la droite macroniste, etc. Nous, les écologistes, on est en train de le faire. Et moi, je demande un peu d'indulgence et de temps. Rome ne s'est pas fait en un jour. Nous venons de loin, nous sommes une pensée qui vient de loin, mais qui a longtemps été minoritaire, périphérique, et qui est en train de devenir centrale. Et tout cela ne se fait pas en quelques mois ou en quelques jours. Il faut du temps, et nous sommes dans les bons temps intermédiaires pour affirmer cette identité nouvelle. Pour finir sur l'unité, moi je pense que la contribution qui est la nôtre à l'unité, c'est la clarté du projet écologiste. C'est-à-dire que pour être utile à cette unité, il faut que chacun soit clair. Et l'autre chose qui nous manque pour construire une unité, c'est que, par exemple, le Parti socialiste est absolument pas fiable, constant sur sa base idéologique. Moi, souvent, ce que j'ai envie de dire, c'est je ne demande pas aux socialistes d'être écologistes, mais qui commencent par être socialistes déjà. Ça serait un bon début. Ça permettrait de discuter sur une base solide. Or, même ça, ils ne le sont pas. Et donc, comment discuter Anne Hidalgo se revendique de la social écologie, même, elle dit. Oui, mais tout ça, on voit bien, Anne Hidalgo, bon voilà, c'est des mots un peu valises, machin, on a l'impression de lire la 4e de couverture d'un document d'urbanisme. Quand on écoute Anne Hidalgo, c'est intéressant, mais enfin, en fait, bon bref. Mais elle se dit ceci, elle se dit cela, mais elle dit en même temps que les écologistes, ils ont un problème avec la République. Elle dit ça et en même temps, elle fait la tour triangle. Elle dit ça et en même temps, etc., etc. Donc, à un moment, il faut être clair. On est dans un moment politique de grand trouble. Je pense que la question aujourd'hui, c'est moins de la radicalité que celui de la clarté. Il faut être clair sur ce qu'on propose. Et nous, notre contribution, c'est la clarté. Pardon, Pablo. Alors, par contre, justement, David, tu parles de là. Ça y est, vas-y. Ouais, tu parles de clarté, tu parles de fin de cycle de la social-démocratie. Mais du coup, ça va se passer comment pour les législatives? Ça va être quoi votre ligne? Du coup, j'imagine, si je poursuis ton raisonnement, que vous ne voudrez pas non plus d'alliance avec la social-démocratie qui est en train de mourir pour les législatives. Non, moi je pense qu'il faut être clair. Donc en fait, d'abord, hélas, avec l'inversion du calendrier, la Ve République, les législatives, c'est le 3e tour de la présidentielle en réalité. Le 3e et 4e tour de la présidentielle. Donc les législatives sont indexées sur la présidentielle. Tout l'enjeu de gagner la présidentielle, de faire le plus gros score possible, évidemment, de viser de gagner, pour avoir ensuite en décliné une majorité à l'Assemblée nationale. Et donc aujourd'hui, la stratégie qui est la nôtre, c'est que notre stratégie de partenariat et de rassemblement pour les législatives est indexée sur le périmètre de soutien, en l'occurrence à Yannick Jadot, pour la présidentielle. Après, en fonction des scores qu'il y aura au premier et au 2e tour de l'élection présidentielle, rien n'empêche de regarder en fonction de ce qui peut être fait pour garantir la présence des uns et des autres à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, notre stratégie, c'est celui de la clarté. Et si nous sommes au 2e tour de la présidentielle, il conviendra là évidemment de construire une majorité parlementaire et gouvernementale pour pouvoir diriger le pays. Tu dis dans ta note de blog que tu ne dis pas que le rassemblement n'est pas une condition de la victoire. Tu le dis en négatif. Alors je vais te poser la question autrement.
Le rassemblement est-il la condition de la victoire? Et pour être encore plus précis, le rassemblement dès le premier tour est-il la condition de la victoire? Non, c'est une condition une fois qu'un processus a été établi. C'est ce que je dis aussi dans la note, c'est qu'en fait, l'autre erreur, à mon avis, de vision, qui est faite par la primaire populaire, ou... après, il y a des gens qui défendent la primaire et le rassemblement avec des, comment dire, de bonne foi. Et moi, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, sincèrement, pensent, regardez, 8 plus 9 plus 6 plus 5, ça fait tant, etc., etc. Je pense que c'est une erreur, mais bon. Après, il y a plein de gens qui sont duplices sur cette affaire. Hein. La sincérité d'Anne Hidalgo sur la primaire, enfin, je ne vais pas la commenter plus avant, mais c'est vraiment le bal des faux culs, cette affaire. Donc, bon, voilà. Donc, la question de cette primaire, elle ne doit pas être un préalable, elle doit être une conséquence. Quand il y a une alliance, elle est la conséquence d'un processus politique qui a inscrit un projet dans la clarté, une vision de la société, un périmètre politique et un programme de gouvernement. Et la déclinaison de ça, à l'issue de ce travail-là, c'est une alliance. Ça peut se faire. Au premier tour d'élection municipale, ça arrive. Au premier tour d'élection régionale. On a fait le travail en amont, etc., etc., etc. Là, on n'est pas du tout dans ce processus-là. On n'est pas dans cette capacité à le faire là. Pourquoi? Ce que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a, comment dire, il n'y a pas une continuité logique, idéologique entre ce que j'appelle ce qu'est la social-démocratie et l'écologie politique. C'est pas vrai. C'est pas vrai que tout ça, c'est pareil. Et qu'il suffit de se mettre autour d'une table pour trouver le plus petit dénominateur commun. Plutôt si, ça on peut le faire. Et on l'a déjà fait d'ailleurs. Nous, on l'a fait avec Hollande en 2012. Et on a vu ce que ça a donné. Et donc, c'est pas du dépit quand je dis ça. C'est pas, bah, du coup, on se venge et machin. C'est nourri de l'expérience de ce qu'a été l'histoire politique et des déceptions de ce qu'on appelle la gauche, etc., etc. Et nous, en tant qu'écologistes, si nous disons, c'est ce que nous affirmons, nous construisons un nouveau récit. Nous souhaitons ne pas nous inscrire dans des erreurs qui ont été commises et qui conduisent à des renoncements, voire à de l'opportunisme par le passé. Donc oui, c'est une position qui est exigeante et qui ne dit pas que, en fait, on veut gagner tout seul et qu'on refuse tout rassemblement. On dit que le prisme qui peut construire une majorité d'idées demain, c'est celui de l'écologie politique, dont nous revendiquons le leadership avec des partenaires. Nous ne disons pas qu'il y a un signe égal entre tout ça. Nous assumons de dire ça. Mais tout à l'heure, tu as dit que l'écologie avait une histoire longue, mais que vous aviez encore besoin de temps pour vous construire. Est-ce que tu crois qu'on a encore le temps, en fait, qu'il n'y a pas une urgence écologique, mais aussi une urgence sociale, une urgence démocratique à gagner en 2022 et à ne pas attendre 2027, je ne sais quoi. Oui, mais d'accord, mais c'est au nom de cette urgence-là, on a gagné en 2012 avec François Hollande. On a gagné du temps, on a perdu du temps depuis. Moi, je pense qu'on en a perdu. Donc là aussi, il faut se nourrir de ça. En fait, moi, je ne crois pas en la victoire autoprix. Et surtout, il y a un autre paramètre qu'on semble oublier, c'est que, et il faut s'interroger sur ces raisons profondes, c'est quand on additionne toutes les candidatures dites de gauche et qu'on additionne avec les écologistes y compris. Ça fait combien? Ça fait 25, ça fait 26%. Or, il est évident qu'en France, les idées défendues, progressistes, de changement de modèle ou quoi, elles ne pèsent pas que 26%. Comment ça se fait que c'est si faible? Donc en fait, la question qui consiste de dire, enfin, ta question, elle implique qu'il suffirait d'être ensemble pour gagner. C'est un argument d'autorité que je réfute. Même si on était tous ensemble, il n'y aurait aujourd'hui aucune chance de victoire. Et donc, il faut bien prendre un autre chemin si on souhaite vraiment la victoire. Pour moi, d'ailleurs, c'est le contraire. La stratégie d'unité à tout prix pour se tenir chaud avec nos 25 petits partants, c'est une stratégie de loser, excusez-moi de le dire. C'est une stratégie défensive. C'est dire, comme nous sommes petits, comme nous sommes faibles, comme l'extrême droite, regardez, ils sont très gros, la droite, ils sont très gros, Macron, il est très gros, il faut qu'on se mette tous ensemble, comme ça on aura l'air moins con. Ce n'est pas une stratégie de victoire, ce n'est pas une stratégie conquérante. D'ailleurs, jamais dans son histoire, la gauche a gagné avec une stratégie pareille. Donc moi, je suis dans une logique, au contraire, de conquête, et donc d'aller chercher un électorat qui, aujourd'hui, effectivement, pourrait voter écolo, pourrait voter gauche, mais ne le fait plus, soit parce qu'il a été déçu, soit parce qu'on n'arrête pas de lui dire qu'il va perdre, d'ailleurs. C'est l'autre défaut de ce récit unitaire qui n'arrête pas de désespérer les foules. C'est hallucinant. Encore un mot sur la primaire populaire, parce que Yannick Jadot a hier déploré que sa candidature soit soumise à un vote de la primaire populaire sans son consentement, a-t-il dit. Le vote aura lieu du 27 au 30 janvier. Les plus de 300 000 inscrits devront départager Christiane Taubira, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Pierre Larouturou,
Charlotte Marchandise et Anna Aguel-Portery et Yannick Jadot. Donc, pourquoi ne pourrait-il pas gagner cette primaire populaire? Et s'il devait la gagner d'ailleurs, est-ce qu'il l'accepterait, ce résultat, Yannick Jadot? On a dit qu'on ne souhaitait pas y participer. Avouez que c'est quand même un peu particulier. Enfin, c'est aussi un symptôme. C'est vous qui êtes des écologistes et qui êtes justement souvent dans des engagements de désobéissance civile. Là, les organisateurs de la primaire populaire veulent mettre la pression. Ils veulent organiser un système de pression populaire. Oui, mais il n'y a pas de pression populaire. Il n'y a pas de pression populaire. 300 000 inscrits, c'est quand même plus que les militants qui ont voté. C'est plus que les électeurs de la primaire des écologistes. Non, Pierre. Les 300 000, c'est moins que les gens qui ont participé à la primaire écolo, plus les adhérents du PC qui ont un candidat, plus les adhérents du PS qui ont un candidat, plus les personnes qui ont soutenu la candidature de Mélenchon. C'est même beaucoup moins. Donc en fait, si vous voulez… tu fais la vision de tout le monde, toi, là. Évidemment. Pourquoi pas? Mélenchon, il est candidat. Roussel, il est candidat. Hidalgo, elle est candidate. Nous, on est candidat. Pourquoi? Bien sûr. Donc en fait, ce n'est pas tant de monde que ça. Je rappelle que la primaire qui a donné la victoire à Hamon il y a 5 ans, c'était 2 millions de votants. Donc en fait, on est dans un truc nombriliste. C'est de la désobéissance civile. Enfin, je trouve ça hallucinant. Il y a les fachos qui sont à 35%. Il y a une crise écologique sans précédent. Il y a une crise sociale qu'on sait. Il y a ce qui se passe avec les migrants. Et le cœur de l'action militante de désobéissance civile du cœur de la gauche, c'est de faire des stands machin avec des pancartes devant les locaux de campagne des candidats de gauche ou écolos et d'organiser on est vraiment dans l'entre-soi, mais encore une fois, c'est symptomatique d'une fin de cycle. Et vous verrez qu'il n'y aura pas 300 000 votants à cette affaire, parce qu'en réalité, voilà, ça ne marche pas. Donc on va perdre encore, d'ailleurs, cette interview, je comprends, hein, c'était le sujet. Mais la preuve de ça, c'est que plutôt que de parler de ce qu'il faut faire pour faire du bien à cette société, pour la réparer, pour protéger les citoyennes et les citoyens, plutôt que de parler de ce qu'il faut faire pour préparer l'avenir par rapport à la crise écologique et sociale qui a commencé et qui va s'accentuer. De quoi on parle? De nous-mêmes. Et on s'étonne d'être avancé. David, et pardon Pablo, parce que j'ai l'impression que la connexion n'est pas très bonne avec Pablo, mais je te coupe parce que la primaire, ce qui se passe en ce moment à gauche, c'est que la gauche a du mal quand même à imposer ses thèmes. Vous, les écologistes en premier, d'ailleurs, la question écolo qui devrait être au cœur de l'actualité. Et ça fait un mois qu'on ne parle que de une primaire et des débats télévisés, un vote. Est-ce que ce n'était pas une manière justement d'imposer vos thèmes, d'imposer les thèmes de la gauche et de l'écologie pendant plusieurs semaines, là où vous peinez justement aujourd'hui à les faire entendre? Non, ça n'aurait pas été ça. D'ailleurs, on l'a fait, c'est le primaire de l'écologie pour parler d'écologie et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Là, c'est pas ça. C'est la petite gauche qui se regarde avec un PS qui essaie de survivre avec ce truc-là. Ça n'intéresse personne, excusez-moi de vous le dire, ça n'intéresse personne. La stratégie de perspective de victoire, ça intéresse. Mais ce que va devenir cette affaire, pas grand monde. Je vous dis, ça ressemble à la belle alliance populaire qui, elle, avait fait 2 millions de votants. Et on a vu le résultat que ça a donné. Parce qu'il faut qu'il y ait un soubassement sincère pour que ça fonctionne. Il n'y a pas de sincérité. Ils se détestent tous. Regardez, Anne Hidalgo, maintenant, elle dit qu'elle ne veut plus y participer après avoir dit qu'elle y avait participé, tout en disant qu'il ne faut pas… Même, je veux dire, ça me fait la honte de devoir passer autant de temps là tout de suite à parler de tout ça. C'est pathétique. J'ai l'impression d'avoir une discussion de congrès des Verts à la pire époque. C'est de ça dont on parle. Pablo? Ok, d'accord. Ok, on a compris ton point. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, Yannick Jadot, il est entre 8 et 9% dans les sondages. C'est quoi la stratégie pour que d'ici quelques semaines, il arrive à décoller? Il va se passer quoi, en fait? Qu'est-ce qui peut se passer? Parce que pour l'instant, des années, on n'a pas l'impression qu'il se passe grand-chose du côté de l'Europe. Oui, vous allez voir. Vous savez, pendant toute la campagne des Européennes, moi, j'ai entendu ça. Comment ça se fait que vous êtes si bas dans les sondages? Comment ça se fait que vous n'avez pas pu rassembler davantage? Pourquoi il y a une candidature Hamon? Pourquoi il y a une candidature machin place publique? Pourquoi vous êtes si faible? Et le matin, la veille, le samedi du vote, on était à 7,5%. On a fait 13,5%. D'abord, il faut se détendre avec les sondages. D'ailleurs, moi, j'ai une approche scientifique par rapport aux sondages. Je les crois que quand ils sont bons. Quand ils sont mauvais, je n'y crois pas. C'est ça ma façon scientifique de traiter la question des sondages. Sur le fond… Tu veux mettre les sondeurs au chômage, surtout? Ouais, je ne leur souhaite pas du mal. Et puis, c'est nous qui sommes les clients aussi, en partie. Donc, il ne faut pas se plaindre. Il ne faut pas déplorer les effets dont on chérit les causes. Sur le fond de votre question, moi je pense qu'il faut continuer à faire ce qu'on fait, au risque de vous surprendre. Il faut faire une candidature simple, claire, dire les choses, convaincre. Il n'y aura pas de changement de stratégie de la part du candidat Jadot jusqu'à la fin de la campagne. Il faut de la stabilité, il faut de la cohérence, il faut de la constance. Il faut arrêter de s'agiter toutes les 5 minutes
parce qu'il y a machin qui a tweeté truc, parce qu'il y a une vidéo de 3 minutes de Christiane Taubira qui dit je sais pas quoi. En fait, il faut être stable. Les gens, ils sont paumés, ils ont raison de l'être. On est, je l'ai dit, à un fin de cycle politique, mais aussi économique, social, il y a la crise écologique, il y a la crise sanitaire, les gens sont stressés, etc. Donc en fait, il faut de la stabilité. Il faut dire, écoutez, il n'y a pas une fatalité à continuer comme ça. Il n'y a pas de fatalité à se tourner vers les fachos. Il y a une nouvelle alternative qui est possible, une nouvelle alternance qui est possible, et c'est l'écologie politique, c'est faire prendre soin de nous, prendre soin de la planète. Et donc, c'est très simple, notre programme, c'est réparer, protéger, préparer. Et si vous prenez le pouvoir, si vous gagnez en 2022, que Yannick Jadot est élu président de la République, demain, le lendemain, quelques semaines après, se forme un gouvernement. Toute la gauche et les écologistes donc, auront leur place au gouvernement, de Taubira à Mélenchon, passant par Roussel, Montebourg. Moi, je le souhaite. Enfin, je ne sais pas, Taubira, je ne sais pas si elle souhaite redevenir ministre. Elle a déjà été, mais peu importe les noms. Mais bien sûr, il faut un périmètre de transformation. Vous savez, la radicalité, au sens étymologique du terme, les transformations à mener, la radicalité, c'est la racine des choses, sont telles que nous avons besoin d'alliances dans la société et de bonne volonté du champ politique qui veut mener cette transformation, mais qui veut la mener vraiment. Et il y a plein de gens dans le périmètre politique qui ne sont pas forcément aujourd'hui avec Yannick Jadot, avec les Verts, mais qui veulent transformer la société. Et on aura besoin de ces ressources-là. Mais avant ça, il faut qu'il y ait un leadership qui est clair, parce que c'est la 5e République, c'est comme ça. Moi, j'aimerais qu'elle soit autrement. Je ferai une 6e République, d'ailleurs, c'est ce qu'on fera. On remettra en question ces institutions telles qu'elles sont pour un régime qui soit davantage parlementaire. Yannick Jadot l'a dit, dans son esprit, le travail il se fera avec la présidente ou le président de l'Assemblée nationale pour redonner, on l'a vu ces derniers, on l'a vu pendant tout le mandat d'ailleurs, ce Parlement qui ne joue pas son rôle et avoir une démocratie revivifiée qui fait appel à tous les talents qui veulent transformer les choses. C'est aussi un Parlement plus solide au-delà du gouvernement. Donc oui, moi je suis pour un rassemblement qui soit large, à condition qu'il soit dans la clarté. Sinon, c'est pas du rassemblement. Sinon, c'est de l'esbrouf. On a une dernière question, David, une question de fond, puisque tu voulais une question de fond. La gastronomie française, c'est un bon vin, une bonne viande et un bon fromage. Est-ce que c'est Fabien Roussel qui a dit ça hier? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, est-ce que c'est une question de fond? C'est important la question. Moi, je trouve qu'on fait un mauvais procès. Je trouve qu'on fait un mauvais procès à Fabien Roussel. J'ai compris que c'était le truc pavlovien, qu'il fallait lui tomber, sans jeu de mots, Pablo, il fallait lui tomber dessus dès qu'on en avait l'occasion, parce qu'il disait pas ceci. Moi, je suis pas d'accord avec Fabien Roussel, mais ça date pas d'aujourd'hui. Il incarne une forme de première gauche, PC, chimiquement pure, j'ai envie de dire, quoique, enfin bref, et je partage pas ces options, quoi. Après, sur ce sujet-là, oui, la gastronomie française, c'est aussi du bon vin, à condition que ça soit du bon vin. C'est aussi de la bonne viande, pas de la viande industrielle. C'est aussi du bon fromage, à condition que ça ne soit pas, je sais pas quoi, de la vache qui rit, mais du vrai fromage fait par des artisans, des paysans qui font bien. Et c'est aussi des bons légumes, et c'est aussi des bons fruits, et c'est aussi, si on veut être végane, et c'est aussi être végétarien, et c'est aussi tout ça. C'est ça qui fait la richesse de la France. Donc, en faire un emblème politique, ouais, je veux du saucisson et du pinard, bon, c'est un peu réducteur, mais je ne crois pas que c'est ce qu'ait voulu faire Fabien Roussel. Et je pense que dans un moment où on en a marre d'être enfermé chez soi, d'être malade, d'avoir peur, bien manger, être heureux d'être ensemble, la convivialité, la société de la convivialité, c'est aussi positif. Et donc, mais pour conclure, il y a plein de reproches à faire à Fabien Roussel, mais je ne ferai pas celui-ci. Pour conclure et pour aller dans le sens de la question de Pablo, la question alimentaire, c'est une question majeure pour vous les écologistes. C'est à la fois une question de consommation, mais aussi de production. Avec les écologistes au pouvoir, le contenu des assiettes va changer? Je pense que c'est nécessaire. C'est aussi une question de santé. C'est aussi une question sanitaire. C'est aussi une question économique et aussi de domination économique. Vous savez qu'aujourd'hui, je ne veux pas être trop loin avec ça, mais qu'il y a une tentation de concentrer tous les pouvoirs. Vous avez les GAFAM qui se lancent aussi, par exemple, dans la viande artificielle. Il y a aussi des mariages entre la santé et l'agro-industrie. C'est BASF, Monsanto. Vous avez tout un tas de... c'est pas BASF d'ailleurs. Enfin, vous avez tout un tas de concentrations d'intérêts pour contrôler ce qu'il y a dans nos assiettes. Et vous savez, dans l'histoire politique du monde, ce qu'il y a dans nos assiettes, la façon de remplir ces assiettes, ce qu'on choisit et ce qu'on peut manger ou ne pas manger, comment on le produit, c'est une question politique par excellence.
la question de ce qu'on peut manger assez de bonne qualité, c'est une question fondamentale. Et les écolos, depuis toujours, c'est un des fondements. D'ailleurs, le premier candidat à l'élection présidentielle vert, Dumont, c'était un agronome. C'est-à-dire que le point d'entrée politique, l'une des portes d'entrée de l'écologie politique dans la politique, c'est la question de prendre le contrôle sur ce dont dépend notre subsistance. Et donc, dans les premiers trucs, il y a l'alimentation. Et reprendre le contrôle sur une alimentation, redonner du pouvoir aux paysans, ne pas avoir le nombre de paysans qui réduit pour être souverain au sens démocratique du terme. C'est-à-dire que ce n'est pas que quelques grandes multinationales qui va décider ce qu'on a dans nos assiettes. C'est l'ensemble des liens qu'on a avec les terroirs, avec les territoires. C'est pour ça que moi, je n'attaque pas le pinard, le fromage, la viande, même si je pense qu'il faut réduire la viande et qu'on ne peut pas continuer à en manger autant si on veut renoncer, comme nous le souhaitons, à l'élevage industriel. Mais regardez, on a une agriculture qui est devenue où il n'y a plus de paysans. En fait, le modèle libéral capitaliste, son rêve, c'est une agriculture sans paysans. Et donc, il n'y a plus de fermes. Il y a des usines à viande, il y a des usines à œufs, il y a des usines à lait. Demain, il y aura des usines avec l'intelligence artificielle, où il y aura des exploitations de 4000 hectares, où les moissonneuses, elles marcheront toutes seules avec un drone au-dessus. Bref, c'est pas ça qu'on veut. Et donc oui, quand on est écolo, on dit il faut que ça change. Ce qui est mauvais dans nos assiettes, avec des pesticides construits, transformés ou quoi, c'est mauvais pour notre santé, c'est mauvais pour notre porte-monnaie. Et des circuits courts, pardon d'avoir été un peu long, mais c'est reprendre le contrôle, y compris sur notre qualité de vie et sur le pouvoir d'achat. C'est-à-dire que des circuits plus courts, plus réduits, c'est des meilleures qualités, des produits de meilleure qualité et moins chers à l'arrivée. Merci beaucoup, David, d'avoir été notre invité. Merci à vous, merci beaucoup les garçons, à bientôt. Ciao.